Alors bonjour, je me présente, Francis Fortin, vice-président en placement chez Gestion Férique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une courte capsule portant sur l'actualité économique et financière du deuxième trimestre 2025. La mise en garde habituelle, donc le présent document est à titre informatif seulement. Les renseignements fournis ne constituent aucunement des conseils particuliers. Je vous présente l'ordre du jour pour la capsule aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une brève revue des marchés pendant le deuxième trimestre. Je vais vous parler ensuite d'un événement assez récent là, dont il est mention dans les manchettes, le One Big Beautiful Bill, qui vaut la peine qu'on s'y attarde quelques minutes. Puis on va finir avec les perspectives et la conclusion de la capsule. Deuxième trimestre, en fait, illustre parfaitement la sensibilité des marchés là, face à l'imprévu, entre tensions commerciales alimentées par les décisions politiques imprévisibles, puis les escalades géopolitiques qu'on a pu succomber pendant le deuxième trimestre. Les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont oscillé au gré de chaque nouvelle. L'indice des obligations canadiennes univers FTSE Canada a reculé de 0,6 ce trimestre, un chiffre assez modeste, par contre, qui cache une grande nervosité. Entre autres, les obligations canadiennes ont évolué dans un contexte particulièrement complexe, alors que la Banque du Canada a dû osciller entre les pressions inflationnistes qui pourraient persister avec l'ajout des tarifs et avec également un ralentissement économique plus marqué qui continue de planer au Canada. D'ailleurs, le taux de chômage au Canada a atteint un niveau de 7 au mois de mai, en augmentation par rapport au mois précédent. Face à ces signaux contraires-là, la Banque du Canada a choisi par prudence de maintenir son taux directeur à 2,75 préférant préserver ses marges de manœuvre pour plus tard. Alors, aux États-Unis, après le choc tarifaire d'avril, les investisseurs craignant une récession sont d'abord réfugiés dans les obligations. Ça a provoqué, en fait, une baisse des taux d'intérêt de façon marquée, comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran. Par la suite, par contre, il y a eu des perspectives d'augmentation de dépenses et de déficit américains qui ont fait en sorte que les taux obligataires 10 ans et 30 ans ont augmenté de façon très importante. Vous le voyez encore une fois à l'écran, le rendement des obligations du Trésor américain 30 ans ont même augmenté brièvement, dépassant le 5 un sommet depuis 2007, soit avant la crise financière. L'indice S&P TSX, qui représente les actions canadiennes, a enregistré un gain de 8,5 au deuxième trimestre. Ça a été la région la plus profitable au courant des 3 derniers mois. Après un début d'avril un peu plus chaotique, les annonces tarifaires, suivant les annonces tarifaires, le marché canadien s'est rapidement redressé. C'est dû principalement pour deux raisons. La première, c'est que le Canada est quand même resté épargné par les nouveaux tarifs douaniers à cause de l'accord Canada, États-Unis et Mexique. Ça a préservé l'accès au marché américain d'une certaine façon. Ensuite, la vigueur des secteurs financiers, technologiques et des matériaux a permis aussi à l'indice de rebondir et on voit justement à l'écran une contribution positive, principalement du secteur des services financiers pour le rendement, qui représentait une grande partie de l'indice boursier. Là. Environ un tiers de l'indice boursier est représenté par le secteur des services financiers. Ça l'explique en grande partie pourquoi ce secteur-là a contribué de façon importante. Mais en plus de ça, on a observé un rendement de plus de 12 sur les services financiers sur la même période. L'histoire du marché américain au deuxième trimestre a été scindée en deux. Donc, panique au début du trimestre et euphorie par la suite. Après l'annonce des tarifs universels de 10 sur l'ensemble des importations aux États-Unis, le SP500 a chuté de façon très rapide. Il a même frôlé une baisse de 20 qui est généralement un indicateur de pression sur les marchés boursiers et un indicateur avancé également sur les perspectives de l'économie en général. Le résultat du SP500 s'est quand même redressé par la suite avec un rendement de plus de 10,9 en dollars américains. Donc, il y a eu un rebond par la suite très important suite à l'annonce de la Maison-Blanche qui a décrété un moratoire de 90 jours sur la plupart des tarifs. Le dollar canadien, le rendement est plus faible. On parle de 5,1 principalement parce que le dollar américain s'est déprécié face à la devise canadienne. Alors, les actions internationales émergentes ont aussi affiché de belles performances au deuxième trimestre. L'indice MSCI EAO, qui regroupe les marchés développés hors Amérique du Nord, a progressé d'environ 6,3 en dollars canadiens. En Europe, la performance a été grandement tirée par l'Allemagne, qui a fait des promesses d'investissement massifs dans le secteur de la défense et des infrastructures. Au Japon, la politique monétaire ultra accommodante de la Banque du Japon a continué de soutenir le marché. Et le Japon a aussi profité de commandes d'exportation massives avant la mise en vigueur des tarifs douaniers. Les marchés émergents ont quant à eux enregistré une performance de 6,4 en dollars canadiens, selon l'indice MSCI Marché émergent, et ce malgré une situation contrastée. Alors, d'un côté, il y a la Chine qui était en première ligne
avec la guerre commerciale avec les États-Unis. De l'autre côté, des pays comme Taïwan et la Corée du Sud ont fortement bénéficié de l'enthousiasme renouvelé de l'intelligence artificielle et de la trêve tarifaire qui a dopé les géants des semi-conducteurs. Le constat depuis le début de l'année est que les actions ont subi une forte volatilité et que les actions américaines ont été à la traîne pour le moment par rapport aux autres régions du monde. Alors, en résumé, les obligations canadiennes ont reculé dans un contexte particulièrement complexe ce trimestre. Les actions canadiennes ont mené le classement ce trimestre épargné par les nouveaux tarifs en début de période et la vigueur des secteurs des services financiers, des technologies de l'information et des matériaux. Les actions américaines ont chuté et rebondi tout aussitôt pour atteindre des nouveaux sommets. Malgré cela, les rendements depuis le début de l'année traînent par rapport aux autres indices boursiers. Les actions internationales ont bien performé grâce à des investissements massifs de l'Allemagne et une politique ultra accommodante de la banque japonaise. Et puis les actions de marchés émergents ont également bien fait malgré la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine, portée par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle et certains pays comme Taïwan et Corée du Sud. Alors, difficile de faire abstraction du One Big Beautiful Bill qui a fait les manchettes dernièrement. Alors, le One Big Beautiful Bill, surnommé OBBB, est une vaste réforme fiscale adoptée en 2025 par l'administration Trump. Il vise à prolonger et élargir les baisses d'impôts instaurées en 2017 par la même administration, tout en envoyant un message de fermeté économique et géopolitique et en mettant de l'avant aussi le America First. Ça comporte différentes facettes, dont les principales que vous voyez à l'écran. Donc, principalement la prolongation des mesures fiscales du Tax Cuts and Jobs Act qui avait été instauré en 2017 par l'administration Trump. Cette mesure fiscale-là avait amené des taux d'imposition réduits pour les particuliers et les entreprises. Ça avait amené aussi des déductions fiscales importantes pour les successions. Et là, présentement, on les amène en permanence. Et des crédits d'impôt pour les PME et les travailleurs autonomes. D'autres facettes de la réforme fiscale incluent les suppressions des mesures de l'économie verte, les suppressions d'aides sociales et la fin du Revenge Tax qui avait été discuté initialement pour faire partie de ce projet de loi-là qui aurait amené des filiales étrangères dans les pays jugés discriminatoires comme le Canada à être imposées de façon arbitraire. Ce projet de loi-là a certains impacts économiques qu'on peut projeter, positifs et négatifs. Alors, du côté positif, on parle d'une stimulation à court terme de la consommation et des marges bénéficiaires des entreprises américaines. On parle également d'un soulagement fiscal pour les investisseurs américains, particulièrement les particuliers à haut revenu. Ensuite, ça va créer un environnement fiscal attrayant pour certaines entreprises étrangères avec une présence aux États-Unis. Par contre, d'un côté négatif, on parle de hausse du déficit fédéral selon le Congressional Budget Office. On parle d'une pression sur les taux d'intérêt également qui pourrait amener à diminuer la confiance des investisseurs obligataires par la hausse du coût de service de la dette. Et ça porte un coup au filet social avec des baisses prévues dans le Medicaid et puis les programmes sociaux et des subventions vertes également. En résumé, le One Big Beautiful Bill allège massivement les impôts, enterre les subventions vertes et creuse le déficit. Par contre, c'est une réforme pro-entreprise à court terme, mais économiquement risquée à moyen terme. Quelques impacts moyen terme qui sont prévisibles. On parle de l'explosion du déficit public avec une augmentation importante de la dette sur les 10 prochaines années, une hausse du coût du service de la dette également. Alors, des dettes engendrées à des taux d'intérêt plus élevés associés à des emprunts plus importants. On parle d'un retrait des subventions vertes également qui va freiner la transition énergétique en renforçant la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires. Les coupes sociales vont amener ou pourraient amener un climat d'instabilité politique également. Et puis la volatilité sur le marché pourrait être le résultat, en fait, d'une perte de confiance envers les États-Unis et surtout leur capacité à servir la dette. Ça pourrait provoquer une chute du dollar américain, une augmentation des coûts d'emprunt et une révélation possible des cours boursiers américains également. Donc, en perspective, la prudence est de mise. Principalement pour les raisons suivantes. La négociation commerciale entre les États-Unis et le reste du monde n'est pas encore terminée, alors on peut s'attendre à plusieurs autres surprises. On a pu observer également plusieurs tensions géopolitiques en Ukraine et au Moyen-Orient qui risquent de continuer au cours des prochains mois. Et puis, on commence à voir apparaître une certaine faiblesse de certains indicateurs économiques. Donc, il y a eu une contraction du PIB au premier trimestre aux États-Unis. Au deuxième trimestre au Canada, ça semble aller en territoire négatif, voire neutre.
Le taux de chômage au Canada également, je l'ai mentionné plus tôt, a augmenté à 7 Pour les jeunes, le taux de chômage est à plus de 14 pour les jeunes Canadiens. Par contre, un peu plus stable aux États-Unis à 4,1 Et puis le taux d'inflation qui est en légère hausse au mois de juin à 1,9 au Canada et à 2,7 aux États-Unis, ce qui pourrait continuer comme tendance, surtout avec les tarifs qui vont commencer à se matérialiser dans l'économie réelle. Alors, en conclusion, on parle toujours d'optimisme prudent en 2025. La diversification est toujours le meilleur outil à long terme pour contrer la volatilité des marchés à court terme, selon notre opinion. Ne dérogez surtout pas de votre plan et gardez le cap. Cela conclut la capsule. Je vous invite également à envoyer vos questions à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. Nous répondrons à chacune des questions le plus rapidement possible. Sur ce, merci et bonne journée.